Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Wildfire Game Dev FR, je m'appelle Nathan et aujourd'hui on continue notre découverte d'Unity. Petit disclaimer, le montage final de la vidéo atteint quasiment les 50 minutes. Donc je vous conseille de faire une petite pause durant la vidéo. Elle est beaucoup plus longue que prévu au final, mais je vais bien segmenter les différentes parties sur YouTube que vous puissiez vous retrouver assez facilement. Globalement, la vidéo, vous pouvez la diviser en deux. Il y a la partie Git, installation de Git, qui peut être skip si jamais vraiment ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez directement passer à la partie 2 avec la manipulation d'Unity. Voilà, Git, ne pas utiliser Git ne vous empêchera pas de suivre le tuto, mais je vous conseille quand même fortement de le mettre en place, comme ça c'est fait et ça vous sera utile pour plein d'autres projets à la suite. Voilà. Sinon, bon courage. On se retrouve en fin de vidéo et la semaine prochaine. Voilà, gros bisous. Tout d'abord, nous allons mettre en place le guide du projet. Pour ceux qui ne connaissent pas, Git est un logiciel de gestion de versions de fichiers. Il permet de stocker sur un serveur un ensemble de fichiers en conservant la chronologie des modifications effectuées sur ces fichiers. Il nous permet aussi de naviguer dans ces différentes versions et de pouvoir y revenir, les modifier ou les supprimer en cas de problème. Un tel système est extrêmement utile pour maintenir une production propre, surtout quand on travaille à plusieurs, car il permet de résoudre beaucoup de problèmes de partage de fichiers, mais aussi pour identifier des bugs, tester, etc. Pour les plus curieux, je vous laisse quelques liens pour mieux comprendre ces systèmes-là. Dans notre cas, nous allons utiliser GitHub et GitHub Desktop pour gérer notre Git. Ne vous inquiétez pas, on apprendra à utiliser Git petit à petit quand chaque situation se présentera durant la réalisation du projet. Pour commencer, rendez-vous sur GitHub. Créez-y un compte, suivez les instructions, c'est très basique. Je vais déjà me connecter. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur la même page que moi, le dashboard. Nous allons pouvoir créer le dossier, aussi appelé le repo pour repository. Pour cela, on va cliquer sur New et rentrer les différentes informations du projet. Pour commencer, nous allons devoir nommer le repository, c'est un dossier. Je vous conseille d'utiliser le même nom que celui du projet Unity que nous avons créé dans dans le précédent épisode. Nous allons pouvoir lui donner une description. Il n'y a rien de... Enfin, vous pouvez donner une description si vous voulez. C'est très utile, on va dire, pour les repos qui sont publics, etc. Dans notre cas, voilà, on peut ne rien mettre. La visibilité, du coup, très important, public ou privé. Public, n'importe qui va pouvoir accéder à ce repo, voir le contenu, le récupérer pour pouvoir le modifier chez lui, etc., etc. Vraiment, ça donne libre accès aux fichiers du projet. Très utile quand vous voulez vous créer un GitHub propre pour le professionnel, parce que ça, voilà, ça vous permet pour un entretien d'embauche, etc., de mettre en avant les certaines choses que vous avez fait. Vous pouvez mettre voilà, des petits algorithmes, des petits projets, des petits outils, des trucs, voilà, très utiles. Pour une production d'un jeu vidéo comme là on va faire, destiné à la vente, etc., je déconseille très fortement de laisser votre code en public. Voilà. Donc nous, on va choisir Private. Sachant que avec la version de base de GitHub, pardon, vous avez le droit de partager avec d'autres utilisateurs jusqu'à 5 repos privés. Donc normalement vous êtes assez large si jamais vous avez un autre ami qui se chauffe avec vous, qui regarde aussi les tutos et vous décidez de démarrer un petit projet à deux, vous allez pouvoir partager le repo avec votre ami en le gardant private sans problème. Voilà. Le README, vous pouvez en ajouter un ou pas. C'est juste un fichier Markdown qui va vous permettre de faire un peu de mise en page pour avoir une jolie page de présentation pour les gens qui vont arriver sur la page du projet. Très utile quand on est en public, en private, ça nous importe beaucoup moins. Et ensuite le Git Ignore. Le Git Ignore, donc très important, extrêmement important même. Comme je le disais tout à l'heure, Git c'est un système de versionning de fichiers, donc de gestion de version de fichiers. Et pour cela, du coup, Git va prendre dans un dossier il va gérer tous les fichiers qui existent dans un certain dossier. C'est ce qu'on est en train de faire là. Et sauf que dans certains cas particuliers,
notamment sur Unity, il y a certains fichiers qu'on ne veut pas que Git gère parce que on n'en a pas besoin, parce que c'est des fichiers temporaires, on n'a pas besoin de l'envoyer sur le repo parce que personne d'autre n'a besoin de les utiliser, c'est des fichiers locaux, c'est des fichiers qu'Unity va reconstruire à chaque démarrage, etc. Il y a une tonne de fichiers comme ça qu'on ne veut pas que Git gère. Et dans ces cas-là, on va créer ce qu'on appelle un Git ignore dans lequel on va renseigner le nom des fichiers, les chemins, les extensions, toutes les infos des différents fichiers qu'on ne veut pas que Git gère. C'est ce qu'on appelle un Git ignore. C'est un peu pénible à créer. Et donc, heureusement pour nous, il y en a déjà plein de faits par défaut. Et donc, nous allons pouvoir utiliser celui d'Unity. On peut le chercher, voilà, Unity. Voilà. Il y a celui d'Unity, mais par exemple, il y a aussi celui d'Unreal Engine. Vous voyez, voilà, Unreal Engine, Unity, voilà. Donc, on choisit le Git ignore pour Unity. Et pour la licence, on est en privé. Il n'y aura pas de partage donc avec le public. Vous n'avez pas besoin de licence. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous pouvez cliquer sur Create. Ça prend un peu de temps. Et voilà, votre repository est prêt. Vous allez peut-être avoir une petite différence avec moi. Vous allez très certain, en fait, vous allez avoir une petite différence avec moi, notamment ici. Moi, là ici, il y a écrit développement. Dans le switch branch, vous voyez qu'ici, dans les branches, on a développement. Vous allez avoir main. C'est normal, c'est juste que moi j'ai fait une petite modification parce que je préfère travailler avec une branche qui s'appelle développement. Alors, une branche, on verra juste après ce que c'est. Euh, Très simple. De toute façon, vous allez vite comprendre que en fait, Git fonctionne sur un principe d'arborescence. Ça va vraiment ressembler à un arbre. Vous l'aurez vu de toute façon sur les illustrations précédentes quand je vous ai un peu présenté Git. Donc, si vous pouvez garder main si vous voulez faire comme moi et appeler votre branche développement, parce que personnellement, je préfère avoir une branche principale qui s'appelle développement. Vous allez dans les settings ici. Donc là, c'est tous les settings du projet. Voilà. Et vous voyez qu'ici, vous avez default branch. Voilà. Moi, elle s'appelle development. Vous pouvez faire le rename ici. Vous donc changez de main vers développement. Vous acceptez. En fait, moi, je vais faire l'inverse ici. Donc, moi, je l'appelle main. Je la rename. Voilà. Donc là, c'est super. Default branch, développement, branch will be renamed in. Ouais, main shortly. Ouais, voilà, pardon, my bad. Je lis pas ce qu'il y a écrit. Voilà. Voilà, donc là je viens de faire F5, on voit que donc la branche ici principale s'appelle main. Voilà, donc inversement, je vais la rappeler development. Voilà, voilà, voilà. C'est tout. Profitez de faire un petit point. Ici, vous avez tous les settings du projet. Touchez pas à grand chose tant qu'on maîtrise pas. Mais et tout en bas des settings, dans la danger zone, vous pouvez changer certains paramètres importants du projet, comme la visibilité. Et notamment, vous pouvez l'archiver ou supprimer le repo. Donc, si jamais vous êtes trompé et que vous souhaitez supprimer le repo, c'est ici que ça se fait. Voilà. Pour le reste, on évite d'y toucher. Il y a plein de choses. À la limite, il y a les collaborateurs ici qui va vous permettre d'ajouter. Donc, comme on disait, si vous avez un ami qui va participer au projet Unity avec vous, etc., c'est directement ici que vous allez pouvoir le faire. Après, vous pouvez aller vous balader un peu. Pas mal de choses qui sont quand même assez accessibles. On comprend vite ce que c'est. Bon, voilà. On a déjà fait la moitié du chemin, on va passer à GitHub Desktop. Alors GitHub Desktop, c'est une application de bureau qui nous permet de gérer notre repo Git avec une interface utilisateur parce que sinon, tout se fait en ligne de commande et c'est très peu pratique. Donc, nous allons nous rendre sur le site de GitHub Desktop. Le lien sera en description. Vous pouvez directement cliquer sur Download, attendre un peu que le téléchargement se fasse. Voilà. Vous ouvrez donc le fichier téléchargé. Une fois ouvert, vous allez arriver sur la page d'accueil de GitHub Desktop. Vous aurez peut-être une page d'accueil différente qui vous demandera de vous connecter. Dans tous les cas, on va le faire là. Donc nous avons plusieurs options. Vous pouvez cloner un repository, en créer ou en ajouter un existant dans vos fichiers locaux. Euh, Ce qu'on appelle cloner un repository, en fait, c'est demander à GitHub de nous fournir en fait, un clone, une copie du fichier qui est stocké sur les serveurs de GitHub. Voilà.
On appelle ça un clone parce qu'en fait, il va nous renvoyer une copie. Et le principe de Git, c'est qu'en fait, on va faire des modifications sur cette copie qui est sur nos fichiers locaux. Et on va envoyer les modifications de cette copie vers l'origine. Vous allez voir que c'est un terme qui va revenir vers l'origine. Donc, c'est vers le repository qui est sur le serveur. Et Git va faire la comparaison en mode ah, tu vas ajouter ça. Moi, j'ai déjà ça. Donc, ça, je peux le mettre. Ça, je peux le mettre. Ah, ça, je peux pas le mettre. Il y a un conflit. Voilà. Ça, on verra donc à ce moment-là, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Il prend les modifications et il essaie de les intégrer sur sa copie à lui. Voilà. Donc, on va commencer par clone repository. Si vous n'êtes pas connecté, etc., vous allez faire sign in. Continuer avec, voilà. Moi, hop, on suit ce qu'il nous dit. Voilà. Et donc là, vous allez choisir déjà donc le fichier que vous souhaitez clone. Dans notre cas, c'est le project tuto FPS ici. On le sélectionne et là, il va nous demander où est-ce qu'on veut le mettre. Voilà. Donc on revient ici sur project tuto FPS. Donc voilà, on retrouve ici donc la racine du projet Unity avec tous les dossiers créés par Unity. Et c'est tout ça en fait qu'on va envoyer sur Git. Donc la manière la plus propre que je connaisse de faire ça, ça va être de déplacer les fichiers Unity dans le dossier Git qu'on est en train de créer. Donc, mon petit conseil, c'est donc de créer un nouveau dossier ici. D'ailleurs, c'est le moment, vu qu'on va déplacer le projet Unity, c'est le moment ou jamais de changer votre hiérarchie. Moi, par exemple, là, je l'ai mis dans Unity, tuto. Peut-être que je vais le rename tuto FPS, voilà. Ou juste peut-être, oui, je vais mettre série 1 FPS, voilà. J'ouvre ça et je crée un nouveau dossier que j'appelle Git. Personnellement, c'est comme ça que je fais. Je crée un nouveau dossier que j'appelle Git et c'est ce dossier Git que je vais sélectionner. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il va créer donc dans Unity tuto série 1 FPS Git, il va créer un projet qui s'appelle Project Tuto FPS. Si vous l'avez nommé correctement, votre dossier qui va être créé ici aura le même nom que le dossier précédent dans lequel on avait les assets d'Unity. C'est mieux comme ça pour Unity. Donc une fois que ça c'est bon, vous pouvez cliquer sur clone. Donc là, il va télécharger les fichiers du projet et on arrive ici. Donc là, pour l'instant, on ne touche à rien de ce qu'il y a là. On voit bien par contre ici que dans Current Repository, on est sur le Project Tuto FPS. La Current Branch, c'est bien Development comme on l'avait nommé précédemment. Voilà, c'est tout. Ça, on peut le minimiser. Voilà. Donc on retourne ici dans Git, on voit bien qu'on a un dossier qui s'appelle Project Tuto FPS avec le Git ignore qui existe dedans. De toute façon, c'est le seul fichier pour l'instant qui existe. Et donc on va pouvoir retourner à la racine, voilà. Donc c'est là où vous avez le dossier d'Unity qu'on avait créé dans l'épisode précédent. Je vous conseille de fermer Unity et même GitHub Desktop. On va pouvoir ouvrir le projet Unity, tout sélectionner à l'intérieur, le couper, donc CTRL X ou clic droit couper, comme vous préférez, et on va aller le déposer donc dans le nouveau dossier Project Tuto FPS qui est dans le dossier Git. Voilà. Alors, moi je l'ai appelé Git, vous pouvez l'appeler autrement le dossier. C'est pas, il n'y a pas besoin que le dossier s'appelle Git pour fonctionner sur Git. C'est juste que moi, je fais comme ça je sais que dans Git, j'ai vraiment la racine du projet Unity qui sera envoyée dans le repo. Voilà. Donc, vous allez donc dans le dossier où il y a le git ignore et vous copiez tout ça. Voilà. Ça, c'est fait. On peut revenir encore vite fait en arrière. On voit que donc le précédent chemin qui était donc Unity Tuto Project Tuto FPS, le dossier désormais est vide, donc on peut supprimer ce petit dossier. Voilà. Et on se retrouve donc avec Git Project Tuto FPS et tous les assets du projet. On va revenir sur GitHub Desktop et là vous voyez, oulala, il y a plein de choses. C'est pas grave. On va décortiquer ça ensemble pour un peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Ici, on a la liste de tous les fichiers qui sont modifiés actuellement dans notre dossier Project Tuto FPS. Donc là, il y en a beaucoup parce que on vient de déposer tout le dossier, tout le projet Unity. Quand on clique dessus, on voit que sur la page de droite, on a plein de choses qui s'affichent. C'est pas gênant. Enfin, c'est pas gênant.
vous pouvez ignorer, c'est pas, ça nous intéresse pas pour l'instant. De toute façon, on va revoir ensemble comment bien lire cette interface. Voilà, la seule chose qu'on va faire ici, on va faire en fait notre premier commit. Alors, un commit, c'est quoi? Un commit, c'est un envoi d'un ensemble de modifications vers le repo. Donc, le commit a toujours un titre. Donc nous, on va nommer notre commit. Alors, personnellement, je fais toujours en anglais parce que bah, j'ai pris l'habitude de travailler comme ça en anglais. C'est globalement comme ça que vous allez travailler à chaque fois, même si vous êtes dans des productions qui sont qu'avec des francophones. Généralement, en dev, on travaille tout le temps en anglais. Voilà. Donc push project, voilà, description. Vous n'êtes pas obligé de donner une description, c'est mieux de donner une description parce que du coup, comme on disait précédemment, Git est un logiciel de gestion de version de fichiers. Une version de fichier est liée à un commit. Donc, quand vous allez modifier le fichier, j'en sais rien, par exemple le script player mouvement, vous allez faire un commit en disant j'ai ajouté telle chose dans player mouvement et vous allez envoyer ça et ça va permettre dans l'historique de se dire ah player mouvement a été modifié dans ce commit à telle date par cet utilisateur et il a fait cette modification là. Voilà. Donc un commit c'est une petite enveloppe dans laquelle vous allez avoir une ou plusieurs modifications à apporter sur un ou plusieurs fichiers sur le repo. Voilà. Donc c'est important de lui donner un titre clair et une description claire avec laquelle on comprend quelles sont les modifications que ce commit va apporter au fichier. Donc la push project, push unity project, voilà, c'est tout. Et vous cliquez sur commit. Alors là, de commit 61 files to development, voilà. Donc ça va envoyer sur la branche développement. On va voir un tout petit peu plus tard ce que c'est une branche. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, vous faites juste commit, voilà. Là, c'est bon. Vous voyez que normalement, il n'y a plus de local changes ici. Et vous pouvez maintenant cliquer sur push origin parce que un commit est juste tant qu'il n'est pas push, le commit, il existe encore qu'en local. Il est là, il est prêt. Nous avons, en fait, on a scellé l'enveloppe, on lui a mis le timbre, on a mis l'adresse, on a tout mis. Et maintenant, quand on va push, on va poster cette enveloppe. On va la mettre dans la boîte aux lettres et elle va partir directement. Voilà. Donc, on va pouvoir push origin. Et là, c'est bon, on a posté l'enveloppe. L'enveloppe est partie, elle est partie au dépôt de la poste et puis elle va être, voilà, elle va être traitée. C'est tout. Une fois ceci fait, je vous félicite parce que vous venez de push votre projet Unity sur GitHub. Si nous retournons sur GitHub, sur le projet tuto FPS, voilà. Si vous êtes encore dans les settings ou quoi, vous pouvez revenir derrière. Ok, got it. Ouais, c'est super, ça je m'en fous. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a désormais Asset Package Project Settings. Mais vous allez me dire, mais attends, mais je ne comprends pas. Il n'y a que 3 dossiers, alors que moi, dans mon dossier ici, j'ai librairie, j'ai les logs, j'ai les packages, j'ai les user settings. Et ben c'est là toute la force du Gitignore. Parce que dans Unity, nous avons besoin que de 3 dossiers pour recréer complètement un projet Unity. C'est le dossier Asset dans lequel on retrouve la totalité de ce qui constitue le projet, le dossier Package où il y a les informations des différents packages qu'Unity va utiliser. Ça, c'est quand vous utilisez des custom packages pour travailler et le dossier Project Settings avec toutes les informations du projet, sa version, etc. Avec ces 3 dossiers-là, vous pouvez reconstituer un projet Unity. Parce que du coup, le dossier librairie, logs, user settings, sont des dossiers locaux qu'Unity utilise à l'instant T quand il travaille. Donc c'est bourré de fichiers temporaires, etc. Et donc tout ça, on n'a pas besoin de les avoir sur Git. Donc ils sont inscrits dans le Git ignore. C'est pour ça qu'on ne les a pas ici. Voilà, tout simplement. Une fois ceci terminé, nous allons pouvoir retourner sur le Unity Hub. Donc moi ici, j'avais déjà fait la modification du chemin du fichier, enfin du chemin du projet. Donc vous ici, vous aurez l'ancien chemin, celui qui du coup n'est pas encore lié à Git. Il vous mettra peut-être un warning quelque part en disant attention, je n'arrive pas à récupérer ce projet-là, c'est pas grave, vous cliquez ici sur les 3 petits points, vous faites Remove Project from List, il va vous faire un petit message de attention, le projet est simplement supprimé de la liste, il existe encore dans les dossiers, si vous souhaitez le supprimer, nanani, nanana. Voilà, vous faites Remove Project, ça va juste
le retirer de l'historique ici des projets. Vous pouvez donc ensuite cliquer sur Import Project ou en haut à droite dans Add Project from Disk et resélectionner donc le nouveau chemin. Avant nous c'était directement là, donc dans Unity Tuto, maintenant c'est dans série 1 FPS Git Project. Voilà, on revoit ici qu'on a bien les fichiers assets, log, etc. On ouvre. Voilà, et là donc on a resitué le projet qui a toujours le même nom, donc pour Unity ça c'est super. Et on va pouvoir l'ouvrir. On se retrouve donc sur le projet Unity tel que nous l'avions laissé la dernière fois après le premier épisode. On va refaire un point plus précis sur les fenêtres et sur la manipulation un peu d'Unity. On va commencer à doucement faire des petites modifications pour voir aussi comment ça se passe à côté avec Git quand on fait des modifications sur Unity. Donc, reprenons à la fenêtre de scène. C'est la plus importante. C'est la fenêtre que vous avez ici, on se rappelle, voilà. Cette fenêtre permet de visualiser le monde du jeu. C'est dans la scène que le joueur va évoluer. On peut créer plusieurs scènes pour les menus, les différentes cartes. Et une scène, faut le voir comme un monde. Elle peut être constituée de plusieurs autres scènes. On verra ça plus tard. La scène est constituée de GameObjects. Ce sont des objets au sens large d'Unity. Ils peuvent représenter des éléments physiques comme des arbres, des coffres, etc. Et aussi des éléments logiques, ce qu'on appelle des GameObjects empty, qui vont juste héberger la logique d'un script. Tout ce qui existe dans la scène est un GameObject qui est lui-même constitué de components. On va voir ça juste après. Donc là, par exemple, dans l'onglet scène, on voit qu'on a plusieurs éléments. Alors déjà, tout d'abord, pour se déplacer dans la scène, on a 3 inputs. Le clic de la molette, en déplaçant la souris, en maintenant le clic et en déplaçant la souris, on peut drag comme ça la vue de la scène. Okay, avec le clic droit, en maintenant le clic droit et en bougeant la souris, on rotate la vue de la scène. Ça permet vraiment d'observer en 3D. Et avec les flèches du clavier, on peut se déplacer d'avant en arrière, de gauche à droite, et donc en combinant tous les inputs, on peut vraiment se permettre de se déplacer voilà, dans l'environnement en 3D. Ensuite, les GameObjects. On peut voir ici on voit des icônes ici. Ce sont des GameObjects de base d'Unity qu'on retrouve listés dans la fenêtre de hiérarchie juste ici. On va en sélectionner un pour commencer, par exemple la main camera. Donc là, la main caméra, alors on a plusieurs choses qui s'affichent. Toutes ces petites choses qui s'affichent comme ça, c'est ce qu'on appelle des gizmos. On y reviendra. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné la caméra. Cette caméra est donc un game object. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est constitué de plusieurs components. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve donc dans l'onglet Inspector, comme on avait dit la dernière fois, qui nous permet donc de visualiser tous les components liés à un game object sélectionné. Et chaque componente, on peut le voir ici, si on les ferme, voilà, c'est tous ces petites listes, ces petites lignes-là, ce sont des componentes. Le plus important et surtout le plus commun à tous les GameObjects présents dans une scène, c'est le component transform. Ce component permet de situer la position, la rotation et le scale d'un GameObject. Tous les GameObjects ont forcément le component transform. Voilà. Et ensuite, on peut ajouter d'autres components, comme là le component caméra, qui nous permet donc de transformer ce GameObject que nous avons sélectionné là en une caméra. Il y a plein de paramètres, on verra tout ça plus tard. Pour l'instant, on visualise juste un peu. Donc, le GameObject caméra est sélectionné, il est constitué de plusieurs componentes, dont notamment le component transform et caméra. Un GameObject a aussi un titre, il a un tag et un layer. Ça, pareil, on verra plus tard, ce sont des éléments qui permettent de trier et de retrouver certains objets, de comparer pour les interactions, des choses comme ça. On y reviendra. On voit aussi qu'on a un autre component, par exemple ici, un autre GameObject, pardon, le Directional Light, qui représente littéralement le soleil en fait dans notre univers 3D. Voilà, on voit qu'il est aussi constitué du component transform et lui possède un autre component qui s'appelle light, qui permet donc de transformer ce GameObject en une light. Voilà. Il a aussi un titre, un tag, un layer, comme à chaque fois. Et on retrouve aussi le GameObject Global Volume, qui lui, comme on peut voir, aucun icône, il n'y a rien. C'est un empty, comme cité précédent, sur lesquels on retrouve une fois de plus transform, parce que tous les GameObjects ont un transform, c'est obligatoire. C'est de base, c'est Unity, en fait, vous ne pourrez pas faire sans. Tous les GameObjects ont forcément un transform, c'est le principe de base d'Unity.
Et il est aussi constitué du component volume qui nous permet de modifier en fait le post-process de notre jeu. Donc ça va nous permettre de gérer, voilà, comme là le bloom, le motion blur, l'ambient occlusion, des choses, voilà, tous des petits paramètres graphiques que vous avez déjà rencontrés. Si vous avez déjà modifié des paramètres graphiques dans un jeu vidéo, vous avez forcément déjà réglé à un moment donné le bloom, réglé à un moment donné l'occlusion ambiante, ce genre de choses. Voilà. On voit donc que aussi ici l'onglet hiérarchie est intimement lié à la scène parce que quand on va sélectionner un objet dans la hiérarchie, il va être sélectionné dans la scène et inversement, si je sélectionne un objet depuis la scène, il est automatiquement sélectionné dans la hiérarchie. Donc vraiment, ces deux onglets sont strictement liés. On retrouve dans la hiérarchie bien sûr le nom de la scène qui est actuellement chargée, donc chez nous c'est Simple Scene. Ça va être la même chose chez vous, voilà, parce que c'est vraiment le nom de base. On peut modifier cette scène, on peut créer des objets dans cette scène. Pour créer un objet, si on fait un clic droit dans la scène, ici, on ne peut rien faire. Ça paraît un peu bizarre parce qu'en fait, pour créer un objet, le plus simple est de le faire dans la hiérarchie. Pourquoi? Parce que dans Unity, tout est hiérarchisé par un principe de parent-enfant. Un GameObject a un parent, s'il n'en a pas, c'est qu'il est à la racine de la scène. Par exemple, Main Camera n'a pas de parent parce qu'il est à la racine de la scène. Directional Light, Global Volume, pareil. En fait, ils sont directement enfants de la scène et donc on considère qu'ils n'ont pas de parents. Ils ont un parent nul, on appelle ça nul. Pour créer un objet, il faut qu'il soit enfant soit de la scène, donc à la racine de la scène, soit enfant d'un autre GameObject. Tout est organisé dans cette hiérarchie-là. Donc pour créer un objet, l'ajouter à la scène Unity, on peut passer soit en faisant un clic droit dans l'onglet hiérarchie, et là on peut create an empty, on peut créer des objets 2D, des objets 3D, des effets, des lumières, des ressources d'audio, de vidéo, de l'UI, donc du user interface. On gère aussi les IA, notamment le navmesh. Euh, on a du rendering aussi, du volume. Enfin là, voilà, on a plein d'objets de base qui peuvent être, qui sont automatiquement créés par Unity grâce à ce menu. On peut aussi directement cliquer dans Game Object et choisir, pareil, ce qu'on veut créer ici. À chaque fois qu'on va créer un objet, si on clique librement dans hiérarchie ou depuis GameObject, l'objet sera créé à la racine de la scène. Donc on va faire un premier test ensemble, clic droit dans l'onglet hiérarchie, je vais dans 3D Object et on va sélectionner le cube. On le crée et vous voyez que voilà, un cube vient d'apparaître. Il va y avoir un petit temps de chargement parce qu'en fait il va compiler les shaders, vous allez le voir bleu puis après il va reprendre sa couleur de base, voilà. Et on peut nommer ce cube, donc on va l'appeler MyCube parce que c'est le cube que vous avez créé. Vous voyez que donc il vient d'être créé dans la scène à la racine de la scène. Voilà. Il a un nom, toujours les tags et les layers par défaut, et on voit son transform avec la position, la rotation, le scale. Actuellement, donc il est positionné par rapport à là où on regardait, par rapport à là où la scène regardait. Donc il s'est positionné grosso modo en 2, 0, moins 5. On peut changer ça pour le ramener au centre de la scène selon ce qu'on veut faire. Pour ça, il suffit de cliquer ici et on note un 0, on clique sur le moins 5 et on note un 0. Là, on voit que le cube s'est replacé donc au centre. Voilà. Euh, Quand on sélectionne un objet, point important, ici en haut à gauche, nous avons deux menus qui sont très importants. Le premier, ça va nous permettre de choisir si on veut sélectionner le centre de l'objet ou le point de pivot de l'objet. Le point de pivot d'un objet n'est pas toujours le centre de l'objet. Ça va être un élément très important. Pareil, c'est quand on va en avoir besoin, on refera un point dessus pour bien expliquer. Donc, dans un cube créé par Unity, le pivot est toujours au centre de l'objet. Ça pourra changer plus tard, on y verra, on y reviendra. Et on peut choisir si on le déplace en local ou en global. Ça aussi. Parce que du coup, dans le principe parent-enfant, quand on déplace un objet en local, c'est toujours par rapport à son parent. En global, c'est par rapport aux coordonnées du monde. Si par exemple nous avons un objet qui se situe en 50 moins 100, si on déplace un enfant, on va le déplacer par rapport au parent. Son origine sera le parent. Donc le 0,0 sera la position du parent. Donc si on le met en 1, il sera décalé de 1 par rapport au parent. Il ne sera pas à 1 par rapport au monde. Par contre, si on le déplace en global, de 1, là, ça sera par rapport au monde. C'est un peu brouillon comme ça. On va y revenir juste après, puisqu'on va créer un enfant. On va créer un enfant. Voilà.
Cet objet, on peut le déplacer, alors soit comme j'ai dit, en notant directement la coordonnée à laquelle on veut le poser, soit en déplaçant en fait, soit en le déplaçant sur ces axes ici. Y, c'est l'axe vertical, Z, c'est l'axe horizontal d'avant en arrière, on va dire, voilà, du nord vers le sud, dans un repère global, et le X, c'est d'est en ouest, grosso modo pour vous repérer. Voilà. Hop, on le remet au centre et on peut donc le bouger. Pour le bouger, on peut sélectionner ici les deux petites flèches et nous allons passer sur l'édition de l'orientation de l'objet. Donc là, pareil, soit pour la rotation, on lui donne directement une rotation. Donc là, par exemple, je l'ai mis à 45 degrés sur l'axe X. Je peux, alors ça va pas parler beaucoup si je le mets à 90 degrés sur l'axe Y parce que bah, c'est un cube. Voilà, mais je peux donc aussi le déplacer en suivant les gizmos ici. Voilà, donc je peux le tourner absolument comme je veux. Donc là, on voit que l'objet est dans une rotation tout à fait particulière. Donc si je les sélectionne et que je repasse sur l'outil de déplacement, on voit que là, les axes sont complètement inversés par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. C'est parce que nous sommes encore dans un repère local. Ça veut dire que là, quand je déplace l'objet, c'est par rapport à sa position et sa rotation de lui-même. Donc c'est pour ça que là, le Z, je le déplace toujours vers l'avant de l'objet. Le Z, c'est le forward, c'est l'avant de l'objet. Donc là, je le déplace vers l'avant ou vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Voilà. Si je repasse en global, là en fait, on déplace l'objet par rapport au monde, par rapport au repère du monde, à l'origine du monde. Donc là, c'est vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, et plus haut en altitude, plus bas en altitude. Voilà. Et bien sûr, CTRL Z permet d'annuler, comme dans tout logiciel, ça vous permet d'annuler les différentes manipulations. Voilà. Ensuite, nous avons créé un premier objet. Euh, on n'a pas modifié son scale. On va faire un point sur le scale vite fait. Le scale, en fait, c'est les dimensions de l'objet. On peut le modifier grâce au scale tool ici. Donc là, pareil, on voit qu'on a encore des gizmos différents et ça nous permet en fait d'allonger l'objet enfin là, on allonge l'objet euh, du nord vers le sud. Si on se remet en local, c'est la même chose, mais pour revenir à ce qu'on disait, là par exemple, si je le fais tourner comme ça, on voit que il s'est étiré d'avant en arrière. Et si je me remets en global, c'est la même chose parce que le scale est toujours lié à l'objet. Voilà, donc ça, pas d'inquiétude sur ça. On peut modifier l'objet. Je vais le remettre en 0. Et on va en profiter, c'est un cube, disons que nous allons lui faire une taille en 10 par 10, donc du nord au sud, d'est en ouest. On va le réduire à 1, voilà. Et ça, on va renommer ce cube, donc on sélectionne bien le cube, soit on clique ici, donc dans la fenêtre d'inspection, et on le rename, par exemple ground, ça sera le sol de notre, euh, de notre scène. Mais si je ne veux pas le rename ici, je peux aussi faire un clic droit, rename, voilà, ou appuyer sur F2 pour rename depuis la hiérarchie directement. Donc on avait dit ground, voilà. Donc ça, c'est notre ground. Pensez à faire un petit CTRL S de temps en temps pour sauvegarder les modifications de la scène. Voilà. Et donc, imaginons que nous avons notre ground. Nous allons vouloir ajouter au sein du ground, par exemple, je ne sais pas, un autre objet. Imaginons que ça sera, on va dire un arbre. Vous voulez poser un arbre. Pour nous, on va illustrer ça en sélectionnant un cylindre. Et donc là, je vais refaire la manipulation que je viens de faire. En fait, j'ai sélectionné ground ici. Je fais clic droit dessus. Donc on a encore notre menu de création. Je choisis cylindre. Et là, vous voyez que j'ai positionné un cylindre enfant de ground. Et là, le cylindre, il a un aspect très bizarre. Parce que il est lié au transform du parent. Le parent, il a un scale en 10-10. Donc notre cylindre, lui, il a son scale en 1-1. Parce qu'en fait, en lui-même, c'est son scale de base. Lui, il est né comme ça. Pour lui, c'est sa référence. C'est 1, il a un scale de 1 parce qu'il est directement touché par le transform du parent.
Donc là, ça peut être un peu chiant. Si vous voulez, du coup, vous voulez un vrai cylindre, alors vous le réduisez en -10, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est particulier. Vous le mettez en 0,01. Ok, alors en fait, c'est pas 0, c'est 0,1. Voilà, 0,1. Donc là, on a le bon scale. C'est chiant. Bon, là, on s'embête. C'est parce que c'est pas une bonne manière de faire ça. Pourquoi c'est pas une bonne manière de faire ça? Et là, c'est un point important. Le scale, c'est quelque chose de particulier dans un environnement 3D. Que ce soit dans le calcul plus tard pour la carte graphique, etc. Que ce soit pour les modifications dans la scène quand on va placer les objets, etc. C'est très particulier. Donc, généralement, on ne modifie que très rarement le scale d'un objet. Et en tout cas, on le modifie très quasiment jamais, on ne modifie quasiment jamais le scale d'un objet qui va être le parent d'autres objets. Donc une des bonnes méthodes à faire, et pour bien comprendre le principe de parent-enfant, c'est que notre ground qui est ici, on le garde comme ça, c'est pas un problème, et on va créer, ce qu'on disait tout à l'heure, un GameObject empty. Ça va nous permettre de organiser la scène. Donc là, je crée un empty, c'est un GameObject, et je vais l'appeler, par exemple, je vais l'appeler game. Game, voilà. Et même, je vais faire mieux que ça. Je vais mettre un crochet de chaque côté pour bien comprendre que c'est un GameObject qui est empty et il sert d'organisation dans la scène. Vous voyez que c'est un GameObject empty parce qu'il n'a que le transform, il n'a aucun autre component. Il n'a pas d'autres composants. Donc je le remets en 0 comme on avait vu précédemment. Voilà. Je vais me remettre d'ailleurs sur l'outil de déplacement parce que j'aime bien avoir cet outil par défaut. Voilà. Donc là, on a notre GameObject qui s'appelle Game, qui va représenter notre jeu. Et il est en 0, 0 de tous les côtés et son scale est à 1. Je peux donc prendre le ground ici et le drag and drop directement dans Game. Donc là, on peut déballer le menu. Ground est devenu enfant de Game. Et comme Game a un scale de 1 par 1 par 1, Ground, lui, n'applique aucun multiplicateur sur son scale à lui. Donc 10 fois 1, ça fait toujours 10, 1 par 1, ça fait 1, et 10 par 1, ça fait toujours 10. Voilà. Donc le ground n'a pas modifié son propre scale, parce que le parent est à 1, donc pas de modificateur, pas de multiplicateur. Et donc dans game, si je viens rajouter notre cylindre comme on voulait faire tout à l'heure, on voit que cette fois-ci, voilà, on a le cylindre qui est correctement dimensionné. Il a le scale en 1 par 1 par 1, il est enfant de game et donc c'est un frère de ground. Et donc là, notre cylindre, je peux le déplacer pour le positionner quelque part ici, par exemple. C'est super. Il est déplacé, il a sa propre position, et du coup, cette position que l'on voit là est la position locale de l'objet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est sa position locale par rapport à son parent. Ça veut dire que game ici, il est placé en 0, 0. Donc cylindre, il est en... vous savez quoi, même faire quelque chose de plus simple. On va dire qu'il est placé en -4, 4. Voilà, donc dans le coin en haut à gauche de notre ground. Voilà, comme ça, il n'y a pas de doute. On va bien le mettre d'ailleurs en 1,5, voilà, pour qu'il soit vraiment bien positionné à ras, voilà, parce que on rappelle, le ground, il est positionné en 0 sur sa hauteur, sauf qu'il fait 1, donc du haut de la grille, cette grille là en fait qu'on voit en bas, c'est vraiment elle est positionnée en 0 de hauteur, donc on a 0,5 de haut. Notre cylindre, lui, il fait 2 de haut, même s'il a un scale de 1, son mesh fait 2 de haut. On le voit notamment dans le component de Collider. On reviendra pour savoir ce que c'est plus tard. On voit que sa hauteur est de 2. Voilà. On voit bien qu'il fait 2 de haut. Donc, la moitié c'est 1, plus la moitié du grand de 0,5, 1,5. Ça permet de l'avoir à la bonne hauteur. On verra un tout petit peu plus tard quand on commencera à vraiment placer la scène qu'il y a des éléments qui sont beaucoup plus utiles pour pouvoir correctement placer les objets. Pour l'instant, c'est pas notre problème. Donc notre cylindre, il est placé ici, on voit qu'il est en -4, 4, donc dans le coin en haut à gauche, et donc notre game ici, notre GameObject il est placé en 0, 0. Donc ce cylindre, qu'il soit enfant ou pas enfant, donc je le sors
de game, il est en dehors de la scène, enfin, il est donc directement enfant de la scène, on voit qu'il est toujours en moins 4-4, donc parce que notre game, il est en 0-0, il partage la même origine. Par contre, si je le remets dans game et que game, je le déplace, parce que par exemple, je veux que la scène soit, j'en sais rien, plus à droite, je veux que, voilà, que notre jeu se passe ici, plus à droite, on, on voit que notre GameObject est toujours en moins 4-4, parce que c'est sa valeur en local par rapport au parent. Le parent, lui, par contre, voilà, il est en 19. On va même mettre en 20. Voilà. Donc, game, il est en 20-0. 20-0-0 d'ailleurs, c'est pour être précis. Et le cylindre, il est en moins 4-4. Si je le sors de game, le cylindre n'a pas changé de position visuellement. Par contre, regardez, sa coordonnée s'est mise à jour. Il est en 16-4. Voilà. Parce que là, c'est sa position globale par rapport à la scène. Il est à 16 mètres vers la droite et à 4 mètres vers le nord. Sur Unity, l'unité d'Unity, on va dire, généralement on dit juste une unité, ça correspond à peu près à 1 mètre réel. Une unité Unity, c'est 1 mètre. Vous pouvez prendre ça comme référence, c'est plus facile. Après, tout dépend du scale, évidemment, mais de manière générale, une unité Unity, c'est 1 mètre. Donc on voit qu'il est en 16 mètres vers l'est et 4 mètres vers le nord. Et donc si je le remets en enfant, il ne change pas de position. Par contre, par rapport au centre de, de l'objet game, il est 4 mètres, il est à moins 4 mètres vers la fin, il est 4 mètres vers la gauche, donc moins 4, et 4 mètres vers l'avant, donc plus 4. Voilà. Donc, ça, c'est pour comprendre à peu près le principe de parent-enfant, le principe d'origine, etc. De toute façon, on va manipuler dans le prochain épisode, ça sera beaucoup plus clair à comprendre. On va refaire un point sur les autres onglets qu'on n'a pas vus, notamment l'onglet Project. Donc là, on retrouve tous les éléments du projet. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. On y reviendra aussi plus tard quand on va commencer à ajouter des éléments. Game, je vais le remettre en 0 ici. Vous pouvez le remettre en 0. Et donc là, quand je vais, dernière fenêtre qu'on n'a pas encore revue précisément, c'est la fenêtre de game. On voit ici que la caméra qui est dans la scène, cette main caméra qui est positionnée là, vous voyez bien, elle voit ça. Et donc, si je clique sur Game, on voit la même chose. Voilà. Et donc, si je bouge cette caméra, par exemple, je la lève un petit peu, on va dire que je la mets à 5 de hauteur, je vais même lui donner une petite inclinaison, je veux qu'elle penche vers l'avant, donc je vais donner par exemple 30 degrés d'angle. Si je clique sur Game, on voit que la vue a changé. Voilà, Game va vraiment retranscrire ce que cette caméra-là voit. Et ça va être la vision du joueur. Cette caméra va être déplacée par le joueur, et le joueur, c'est ça qu'il verra quand il jouera à notre jeu. Voilà. Il y a pareil, il y a différents paramètres ici. Tout ça, on touchera au moment où on en a besoin. Pour l'instant, c'est vraiment rien n'est nécessaire pour commencer à manipuler ici. Donc, on va s'arrêter là pour la manipulation Unity. Ça commence déjà à faire une très grosse vidéo. Le prochain épisode sera sur les premières modifications du projet. Là, on va vraiment commencer à manipuler. Ça va être un peu plus compréhensible. Et donc, pour finir, on va conserver ce qu'on a fait là. Donc là, on voit par exemple, on a la petite étoile ici. Dans l'onglet hiérarchie, signifie que la scène n'est pas sauvegardée. Donc vous pensez à faire CTRL S ou File, Save. Voilà. Vous pouvez faire aussi un petit Save Project. Ça va sauvegarder, en plus de la scène, les modifications dans la hiérarchie du projet ici. Les composants, ça va tous bien sauvegarder comme il faut. Avant de quitter, c'est un bon réflexe de faire un petit Save Project comme ça. Et on retourne sur GitHub Desktop. On n'oublie pas, eh oui, parce que maintenant on manipule avec Git. Et on voit que là, on a plusieurs modifications. On a sendTemplateSettings.json. Visiblement, c'est une modification, ça fait par Unity, on n'y a pas touché. On peut l'envoyer quand même, et on voit que samplescene.unity, c'est le nom de notre scène. .unity, c'est l'extension pour les scènes. Voilà, tout ce qui est .unity est une scène. Voilà. On voit qu'on a beaucoup de choses qui ont été ajoutées, modifiées. Donc tout ça, en fait, c'est ce qu'on a là, c'est ce qu'ils appellent la diff. Ça affiche la différence qu'il y a entre la version qu'on a nous en local
et la version de base sur laquelle on s'est basé. Ce qui est en gris, c'est les informations qui existaient déjà dans le fichier qui n'ont pas été modifiées. En rouge, ce sont les informations qui ont été supprimées, qu'on a supprimées nous du fichier. Et en vert, c'est les modifications qui ont été apportées. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a ajouté, il y a un petit plus en plus, on a ajouté un GameObject avec différentes informations, comme par exemple, il a 4 components, il a un name qui s'appelle ground, voilà, plein de choses ici. Donc ça, c'est un peu lisible globalement. Globalement, on s'en fiche. Ça sera beaucoup plus intéressant cette fenêtre-là quand on va commencer à faire du code. Donc ces deux objets-là, on les garde et on vérifie qu'ils soient bien cochés ici. S'ils ne sont pas cochés, vous les cochez directement. Et donc là, on va pouvoir faire un premier push qu'on va appeler, enfin notre deuxième push, du coup notre deuxième commit, donc create game scene, voilà, par exemple. Là, il y a quasiment qu'une seule modification. En fait, on a juste modifié la première scène, donc la description, on va pouvoir s'en passer. On commit les deux fichiers et on push. On attend que ça se fasse. Voilà. Et donc là, nos modifications qu'on a fait aujourd'hui viennent d'être envoyées sur le serveur de Git. Ça veut dire que là, dans les 5 prochaines minutes, votre PC prend feu, les disques durs sont morts, vous n'avez rien perdu. Tout est sauvegardé sur les serveurs de GitHub. Donc vous prenez un autre PC, vous faites la manipulation qu'on a vue en début de vidéo pour cloner le projet et le récupérer, et vous retrouvez la totalité de votre projet GitHub. Voilà. Enfin, votre projet Unity. Et si on clique dans l'onglet History, on voit qu'on a qu'on a tous nos petits commits ici. Create Game Sense, c'est le dernier. Il y a 2 heures, on a fait push project. Initial commit, ça c'est le commit de base d'Unity, enfin d'Unity, de Git. Voilà. Donc là, on voit toute notre historique de fichiers. Historique qu'on va pouvoir manipuler une prochaine fois pour voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est une bonne manipulation à faire. Dès que vous avez fini une étape importante ou que vous quittez Unity, vous faites un commit avec vos modifications. Comme ça, vous ne perdez jamais rien. Et s'il y a la moindre erreur, vous allez pouvoir revenir en arrière. Voilà. Et aussi, si jamais vous avez fait une manipulation que vous voulez retirer grâce à Git, imaginons que j'ai modifié ça, en fait je l'ai mis en 1, vous voyez, donc il est un peu enfoncé, là voilà, bon c'est nul, etc. J'ai sauvegardé, par exemple j'ai fermé Unity, je l'ai rouvert, donc le CTRL-Z ne fonctionne plus. Si on retourne dans Git, on voit que la modification elle est là, d'ailleurs on peut la lire très clairement. Nous avions un objet avec sa locale position à 1,5 et elle est passée à 1. Sauf que je ne veux pas cette modification, elle ne me plaît pas, c'est une erreur, je veux la supprimer. Clic droit sur donc le changement ici et on va cliquer sur Discard Change. Il va vous faire un petit message, attention, les changements peuvent être retrouvés depuis la corbeille, etc. Voilà, on fait Discard Change, voilà. Le changement n'existe plus, et si je rouvre Unity, il nous dit ah, il y a une modification depuis le disque, attention, est-ce que vous voulez recharger la scène? Oui, je veux recharger la scène, et vous voyez qu'Unity a rechargé la scène dans le précédent état du fichier simplescene.unity, dans lequel on retrouve bien notre cylindre qui est en 1,5 et pas en 1. Voilà. Donc, si vous touchez, vous pouvez manipuler, faites toutes les modifications que vous voulez, supprimez des objets, même si vous voulez regarder, bam, je les ai supprimés, sélectionnez, puis j'appuie sur la touche Supr. Si je retourne, alors là, fait intéressant, ils ne sont pas visibles parce que je n'ai pas encore sauvegardé le fichier. Voilà, là je viens de sauvegarder la scène. Si je retourne sur Git, on voit qu'on a les objets qui ont été supprimés. Pareil, clic droit, discard, discard changes, je reviens, je recharge la scène, main camera, global volume, tout est revenu. Voilà. Donc n'hésitez pas à toucher, à manipuler, à faire ce que vous voulez. Vous supprimez les changements sur Git si vous ne voulez pas garder ces changements. Et comme ça, vous pouvez commencer à tester le projet sans rien casser. La semaine prochaine, quand vous allez regarder la prochaine vidéo, vous aurez du coup le projet dans le bon état si vous n'avez rien push entre deux. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Autrement, on se retrouve la semaine prochaine pour la sortie du prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous intéresser à la technologie et à la prochaine.